Nous allons maintenant nous pencher sur les grands risques, les risques des grands comptes et des grandes entreprises. Je vais demander aux intervenants de la table ronde de venir me rejoindre. Alors, bienvenue à tous les quatre. Je sais qu'on allait parler grands comptes, mais je pense qu'on va voir qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qu'on a entendu et sur les PME et sur les collectivités territoriales. Le paysage assurantiel, il est quand même assez cohérent à tous les niveaux. On va le voir. Alors, pour en parler, Anne Charon, vous êtes responsable d'Everest pour la France. Alors, Everest, tout le monde ne connaît peut-être pas encore. Pour mémoire, vous avez été créé il y a 50 ans. Vous êtes le 7e réassureur mondial. Vous êtes diversifié dans l'assurance directe aux États-Unis il y a quelques années. Et en octobre, vous êtes arrivé sur le marché français. Bienvenue. Absolument, merci. Bravo. Merci Fabrice. À vos côtés, Vinicio Cellerini. Alors, vous êtes directeur général par intérim de Zurich Insurance France. Vous êtes aussi responsable au niveau mondial de tous les dommages dont on va parler. Donc, bienvenue. Fabrice Demange, Just in Time, vous êtes président du courtier Marche France. Et Michel Chaussé, vous êtes directeur des assurances du groupe Forvia, administrateur de l'AMRAE. Et vous êtes donc la voix des entreprises à notre table ronde. Je compte sur vous pour porter cette lourde tâche. Attention, parce qu'ils applaudissent quand ça leur plaît. Il faut... Message reçu. Peut-être un mot sur le contexte. On a vu le contexte tel qu'il était vécu, le contexte des risques dans les ETI tout à l'heure. Alors, Fabrice et Vinicio, vous travaillez, vos maisons travaillent sur un rapport des risques, le Global Risk Report. Je pense que c'est peut-être bien de nous expliquer, en s'appuyant sur cet ouvrage conséquent, ce qui est aujourd'hui le paysage des risques, ce qu'on a vu croître et ce qui peut nous inquiéter. Alors Fabrice, pour commencer, vous êtes tous les deux acteurs de ce rapport, donc je compte sur vous tous les deux. Fabrice. Donc d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous recevoir un vendredi. Tout le monde a l'air d'être bien en forme, c'est bien. Donc effectivement, Global Risk Report, c'était cette année la 18e édition. C'est un rapport qui est fait en collaboration effectivement entre Marsh McLennan et Zurich et d'autres experts aussi. On a environ 1300 experts dans le monde de Marche qui contribuent à ce rapport. C'est vraiment un travail qui est tout au long de l'année. Et en quelques mots, le rapport cette année a sorti quand même une tendance très nouvelle. On arrive à catégoriser les risques court terme, moyen terme, long terme. Et dans le court terme, en numéro 1 du risque, ça a été le risque des conséquences du coût de la vie. Après, en numéro 2, 3 et 4, c'est un petit peu des risques qui sont liés en fait au climat, au fait qu'on arrive à faire la transition écologique, et puis un petit peu de social, bien-être et cyber. Mais le coût de la vie a été quand même la première fois qu'il rentre aussi fortement. C'est quand même la première fois dans le monde, entre la crise Covid, 2019, Covid, puis après le conflit ukrainien-russe, où il y a un choc quand même mondial sur plein de domaines, et notamment sur tout ce qui est domaine d'approvisionnement, de chaîne, de supply chain, des entreprises qui doivent revoir complètement comment en fait elles arrivent à obtenir en fait les fournitures, les stocks, comment tout ça s'est totalement chamboulé, et avec des conséquences sur l'inflation et des conséquences donc sur son coût de la vie sociale. Et ce que je voulais dire aussi deux choses, c'est sur le rapport, ce qui est important, c'est qu'on met en exergue en fait qu'on est dans une polycrise, et que tout est interconnecté, en fait, avec des conséquences qui peuvent aller sur des problèmes sociaux, politiques, et voilà. Juste sur l'inflation, je voulais rebondir parce que je pense qu'on le voit bien dans le rapport, mais le ressenti, c'est un rapport, vous l'avez dit, qui est réalisé au niveau mondial, et j'ai l'impression que le coût de la vie est moins ressenti en France que dans beaucoup d'autres pays. Vous êtes d'accord sur ce décalage, où on commence à le sentir, quand on voit l'Allemagne ou l'Angleterre, c'est clair que... Il faut quand même dire qu'on a beaucoup de chance d'être en France. On a un tampon social très important, on a beaucoup d'aides, et que donc effectivement par rapport à d'autres pays, le ressenti il est quand même présent, mais beaucoup moins que dans d'autres pays, effectivement.
Vinicio, sur ce rapport, qu'est-ce que vous avez relevé d'autre? Tout d'abord, bonjour tout le monde, et puis merci de m'avoir sur le panel aujourd'hui, c'est une salle impressionnante. Ce que je peux ajouter peut-être sur le rapport, juste, c'est que ce rapport, il met en évidence, il met en évidence deux dimensions, le court terme et le long terme. Sur le long terme, c'est essentiellement dominé par les effets du climat ou du changement climatique. Sur le court terme, ça prend les dimensions que Fabrice vient d'énoncer. Mais je pense qu'on voit depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie que tous ces éléments qui viennent d'être mentionnés se sont complètement exacerbés, qu'en plus la situation du Covid en Chine, qui a perduré un peu plus longtemps qu'ailleurs, a elle aussi remis une couche sur ça, qui a accéléré l'inflation, qui a accéléré les problèmes d'approvisionnement et qui a créé une crise du côté de l'énergie. Donc je pense que le paysage des risques, il en a pris un coup, si je peux dire comme ça, au début de l'année dernière, et que pour notre métier de risk manager d'une manière générale, ça a posé certains challenges, ça a créé une accélération et je crois que c'est notre travail à tous, autour de cette table et dans cette salle, d'essayer d'y faire face le mieux possible. Anne, un complément alors sur ce que vous voyez, puis avec votre œil assez neuf, sur l'œil d'Everest, assez neuf sur le marché. Oui, bonjour tout le monde. Donc effectivement, le Global Risk Report met en avant des nouveaux risques, mais ce qui m'a un peu surtout étonnée à la lecture, alors pas en profondeur j'avoue, mais j'ai pu peut-être rater quelque chose, mais quand on voit les risques énoncés à l'horizon 2 ans et à l'horizon 10 ans, j'ai beau descendre la liste, j'ai trouvé nulle part la pandémie. Donc, est-ce reste un risque qui est définitivement derrière nous? Est-ce qu'on l'enfouit quelque part? Est-ce que finalement on préfère modéliser d'autres systèmes? Je ne sais pas, mais enfin c'est un peu étonnant. Et il est vrai qu'il y a 4 ans, la pandémie n'était pas non plus dans le rapport. Donc, ou peut-être pas libellé comme ça. La pandémie a toujours été dans le rapport, a jamais été dans les 4-5 premiers, mais était quand même très identifié comme risque. Et cette année, il est dans le rapport, mais il n'est pas dans les 5 premiers. Effectivement, ça a reculé parce que l'expert, voilà, en termes de probabilité, quand on a une grosse épidémie, généralement, c'est dans quelques années, mais ils en parlent quand même. Hein. Ah ouais, alors pas libellé comme ça, mais effectivement, mais ils sont pas, tu as raison, ils ne sont pas dans les premiers. Ils sont pas dans les premiers risques importants. Donc ça, c'était une première surprise, mais effectivement, le rapport est très fourni, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. On se retrouve avec des crises très, très connectées et très diverses et très nouvelles. En fait, on va bien sûr parler certainement un peu plus en détail de la crise climatique et de la crise géopolitique, mais également, donc on parle de crise sanitaire, de crise inflationniste, de crise logistique. On ne sait plus où donner de la tête dans les crises en ce moment, hein. Ça c'est clair. On l'a entendu mercredi aussi, ce débat entre polycrise ou permacrise, savoir ce qui était. Je pense qu'on parle de la même chose, mais il y en a une qui est un peu plus. À entendre Martin Lelandais, il y en avait un qui était un peu plus démoralisant que l'autre, mais on est dans ce paysage. Michel, j'aimerais ta réaction aussi par rapport à la table ronde de tout à l'heure. Est-ce que dans les grandes entreprises, la situation est proche de ce qu'on a entendu tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des différences? Désolé, je n'ai pas assisté à la première table ronde. Donc, rappelle-moi la première. On a fait un paysage des risques avec peut-être une certaine tension de la part des ETI qu'on entendait tout à l'heure, qui avaient l'impression de faire d'énormes efforts en prévention et d'être peu payés de retour. Voilà le message, je pense, qui sortait. Alors, dans les couloirs, là, j'entendais certains de tes confrères et amis dire que c'était pareil, quelle que soit la taille de l'entreprise. Voilà, si je te résume. C'est vrai qu'il y a un enjeu. Finalement, l'assurance est redevenue une matière technique. Après, voilà, il y a eu de nombreuses années de marché soft, où finalement les polices se renouvelaient avec des baisses systématiques, et finalement on a tous un peu oublié notre métier qui est d'abord de manager les risques, et le premier socle c'est de les manager techniquement par la prévention. Donc la prévention maintenant s'impose comme le basique en fait, avant même de souscrire, et pour ça on a besoin d'un partenariat très solide avec les assureurs, parce qu'ils ont des benchmarks, ils ont des sinistres, ils ont des armées d'ingénieurs, et voilà, il faut qu'on arrive ensemble à encore mieux adapter l'offre prévention qui est aujourd'hui souvent centrée sur l'incendie. Voilà, et il faut transformer, il faut que les préventionnistes des compagnies d'assurance se transforment également en experts du climat, qui est un des enjeux principaux auxquels on fait face.
Sur les enjeux, sur les grands risques tels que, est-ce que tu as lu dans le Global Risk Report et dans pas mal de documents qui sont sortis, qui sortent tous les ans début d'année, est-ce que c'est ton quotidien? Est-ce que c'est les quotidiens? Est-ce qu'il y a un décalage ou est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous vivez? Parce qu'il y a des projections à moyen terme aussi. Alors, un petit mot sur le climat qui apparaît aujourd'hui comme effectivement l'un des principaux challenges des entreprises et des collectivités. Et c'est pas un effet temporaire. On sent que voilà, pendant des décennies, on va devoir se coltiner ce problème, un petit peu comme la digitalisation des dernières décennies a été un enjeu majeur. Ça veut dire que à l'échelle d'une entreprise, il faut changer les produits, changer la façon dont on les fabrique, comment on les transporte, comment on les consomme, comment on les recycle. Donc ça donne une espèce de vertige, c'est vraiment une révolution à faire par chaque entreprise. En même temps, on sent que depuis 2022, il y a vraiment une prise de conscience qui a été faite par tout le monde, par tous les acteurs, y compris par le grand public. Donc la volonté est là. Les entreprises ont déjà enclenché finalement cette mutation. Et il faut que l'écosystème de l'assurance se mette en tension pour accompagner cette mutation. Alors justement, l'écosystème de l'assurance, avant de donner la parole aux assureurs et aux courtiers, comment sont passés les renouvellements cette année? Est-ce que ça a été un peu mieux? Alors les corrections très brutales des années précédentes ne se sont pas renouvelées. Ce qu'on voit, c'est finalement des renouvellements plus hétérogènes, plus spécifiques finalement de l'entreprise et plus liés, c'est ce que je disais, à la qualité du risque, à l'engagement prévention. Alors un élément quand même dont on reparlera, peut-être un élément de process. À nouveau cette année, on s'est retrouvé avec des renouvellements très tardifs, bouclés entre la bûche et le café le 31 au soir. Et je pense qu'il faut qu'ensemble, on arrive à être mieux processé de manière à avoir un travail qui soit plus lissé au cours de l'année, avec une organisation un peu en mode projet, de manière à construire ensemble des renouvellements plus apaisés et moins tardifs. Fabrice, vous aussi, vous n'allez pas skier. Alors d'abord, nous, effectivement, chez Marsh, j'essaie toujours de pousser les équipes que tous les renouvellements soient terminés au 15-20 décembre, parce que je trouve que les fêtes de Noël sont quand même très importantes. Vous y arrivez? Et franchement, alors... On pousse très vite et en fait on a aussi très poussé dès août-septembre parce que j'avais assez peur en fait des renouvellements des traités de réassurance et je voulais absolument qu'on puisse aller rapidement là-dessus. Mais c'est vrai qu'on en parlera, mais c'est vrai qu'on y arrive pratiquement. Il reste toujours quelques placements, 24 décembre, 25, il y en a toujours un petit peu, mais je dirais que 95% pour nous en tout cas c'est fait. Alors, cette année pour la question, oui. Ça c'est le process, mais j'avais envie de parler aussi des conditions. Oui, conditions. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Cette année, ça a été une année où ça s'est mieux passé, ça c'est moins compliqué. On a tellement souffert les 2 dernières années avec à la fois des augmentations de prix drastiques, des changements de garantie, de capacité en cyber, que ça a été quand même assez un cauchemar pour les équipes. Cette année, ça s'est renouvelé. On a vu pour des bons risques des baisses de primes. On a vu beaucoup de placements en surcapacité avec des arbitrages à faire avec le client et les assureurs. On a fait pas mal de LTA qui est revenu alors qu'il n'y en avait pas. Donc jusqu'au 1er décembre, il y a eu pas mal facilement de LTA qu'on a mis en place. La question, ça va être effectivement fin décembre et les renouvellements des traités de réassurance en janvier qui n'ont pas pu être pris en compte par les assureurs tout de suite. La grosse question, c'est qu'est-ce qui va se passer demain, notamment en avril et au mois de juillet. Mais ça s'est mieux passé. C'était plus, c'est toujours compliqué, mais c'était plus facile. Vinicio, j'avoue que c'est la première fois qu'on parle de baisse de primes là, sur cette fin d'année. Donc vous baissez vos tarifs, Vinicio ? Je ne pense pas qu'on puisse généraliser ça comme ça, mais je dirais que si on reprend un tout petit peu le contexte, qu'on retourne en arrière quelques années, je crois que le marché avait besoin d'une correction. Je crois que cette correction, elle s'est faite d'une manière très différente de ce qu'on a vu par le passé. Si on retourne dans l'histoire aussi longtemps que je me souvienne, et ça fait 40 ans que je suis dans la branche, en général, tous les hard markets que j'ai vus étaient précédés par des événements d'une très grande amplitude qui créaient un appel de capital, qui créaient une opportunité pour les capitaux de rejoindre ce marché en prédiction d'une augmentation des prix. Ça ne s'est pas passé cette fois. Il y a 2 choses qui ne se sont pas passées cette fois qui sont très bizarres. La première, c'est qu'il n'y a pas eu un gros événement qui a déclenché le hard market. C'est une question de discipline d'underwriting. C'est une correction comme celle qu'opèrent les marchés financiers occasionnellement. Et la deuxième chose, c'est que
Par le passé, tous ces hard markets, chaque fois étant déclenchés en chaîne, d'abord par les rétroassureurs, les réassureurs et ensuite les assureurs directs. Et cette fois, on a vu exactement l'inverse du processus. Ce sont les assureurs directs qui ont opéré la correction. Et on voit maintenant arriver gentiment les réassureurs, enfin gentiment, pas si gentiment, on voit les réassureurs arriver maintenant à la table et opérer leur correction qui est également nécessaire. Tout ça, ça nous met dans un contexte dans lequel je crois que la grosse correction qui était nécessaire a été opérée. Le marché a trouvé plus ou moins un équilibre en termes de relation prix et risque. Cet équilibre reste néanmoins quand même fragile. Oui, est-ce que l'augmentation, la tension sur les réassureurs, est-ce que ça va enclencher un nouveau cycle de future augmentation générale? Oui, probablement oui, mais d'une manière plus nuancée que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La conclusion, ce que je voulais dire, c'est que l'équilibre étant réétabli maintenant, on va revoir sur le marché, on commence, comme tu le mentionnes, à avoir plus de différenciation. Ça a été un peu un one size fits all pendant 2-3 ans, et maintenant on va revoir une meilleure adéquation entre bons risques, à l'inverse mauvais risques, les risques qui ont des sinistres, les risques qui n'ont pas de sinistres. Toute cette dynamique de pricing plus différenciée revient. Alors effectivement, il y a quelques cas où on verra peut-être justement des bons risques ou des excellents risques qui vont recevoir une prime pour cela. Et à l'inverse, les risques qui n'ont pas le niveau de qualité qu'ils doivent avoir vont continuer à souffrir dans ce marché. Et la réassurance va venir jouer son rôle là-dedans. Ce qu'il faut dire sur la réas, c'est que c'est très fortement concentré sur les risques catastrophiques. Ce qui se passe. Donc on va voir là aussi un impact très nuancé. Les risques qui sont exposés dans des zones qui sont exposées à des cas de tremblements de terre, de tempêtes et autres, vont ressentir plus l'impact de la réassurance que les risques qui sont dans des zones qui n'ont pas ce type d'exposition. Michel, une réaction sur la différenciation évoquée par Vinicio. C'est un élément positif, ça, pour vous? Oui, tout à fait. Alors, il faut que ça marche dans les deux sens. Si effectivement on fait des efforts en matière de prévention, il faut qu'on le voit sur le taux. Alors, on n'a pas parlé beaucoup jusqu'à de l'inflation qui a un impact très fort, voilà, en particulier sur la police dommages via des indexations qui s'appliquent sur les valeurs assurées. Donc, il y a des augmentations de budget. Il faut rappeler qu'on a des budgets d'assurance globaux qui ont été multipliés par 2 ou par 3 depuis 2019, et là on atteint le seuil limite. Donc voilà, l'inflation vient rajouter une couche d'augmentation de budget. Donc quelque part, si on fait des efforts en termes de prévention, voilà, sprinkler une usine, c'est beaucoup d'argent, il faut absolument qu'on le voit, qu'il y ait un retour de l'assureur en matière de tarification. Ça s'est rentré dans un cercle vertueux, et pour faire accepter finalement voilà, ce schéma global de l'assurance, il faut que voilà, les efforts qui soient faits en prévention soient récompensés. Que ce soit d'ailleurs sur les sujets d'incendie, mais également sur les sujets de risques naturels qui nous occupent de plus en plus. Donc voilà, une société qui travaille sur ces sujets, qui diagnostique ces sites et qui les protège, devrait voir voilà, sur sa prime des effets positifs. Anne, une réaction peut-être sur le hard market, cette analyse qu'on fait, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini? Alors le nouvel entrant que vous êtes, comment est-ce que vous voyez ce marché? Est-ce que vous le jugez hard, pas tant que ça? Alors, on n'a pas beaucoup de benchmark, on va dire, puisque en fait, Everest a commencé ses activités, a commencé à souscrire mi-octobre seulement. Donc, pour nous, on ne parlait pas de renouvellement au 1er janvier. C'était notre premier 1er janvier, mais en termes d'affaires nouvelles. Donc, on a effectivement formulé un petit rapport d'étonnement. On a trouvé des choses dans le marché qu'on pensait trouver, puis on a eu des surprises quand même. Donc, oui, de mon point de vue, on est toujours en hard market, mais on a trouvé que les taux étaient restés assez flat, d'après ce qu'on a pu voir par rapport aux années précédentes. Enfin, nous, en affaires nouvelles, en tout cas, c'était d'abord des taux techniques encore aujourd'hui, mais manifestement des taux qui n'étaient pas spécialement remontés par rapport à l'année dernière. Alors, on peut différencier en fonction des branches. Donc, nous, chez Everest, en France, on équipe nos clients en dommages, en RC et en ligne financière. Donc, je ne peux parler que de ces 3 branches-là que je connais. En fait, il y a quand même un peu de différenciation dans chacune de ces branches. On a fait face à un petit afflux de capacité qu'on n'avait pas tout à fait anticipé sur les third parties, sur les lignes de RC et de lignes financières, et notamment sur les excess. On a trouvé presque même un petit début de compétition sur les excess, on aurait même pu dire cyber. On a l'impression que peut-être venant des États-Unis, les capacités sont plus souples. Ça, il y a un peu plus de souplesse de ce côté-là.
Un peu plus de compétition en RC également sur les excess, un peu moins sur les primaries, probablement pour faire face aussi à la social inflation. Et tandis qu'en dommage, on a trouvé que les taux étaient vraiment encore techniques et qu'il y avait de la recherche de capacité définitivement en primary et en excess. Voilà, on a trouvé quand même que les renouvellements étaient un peu tardifs. On a attendu un peu tard les conditions des apériteurs. Et nous, co-assureurs, on a digéré la dinde sur nos claviers directement. On a travaillé jusqu'au 30 décembre. Fabrice, une réaction. J'ai deux réactions. La première, c'est... moi, je trouve que le hard market, il y a quand même un point fort, c'est des problèmes de capacité. Or, nous, cette année, on n'a pas eu de problème de capacité. Et donc, c'est pour ça que dans le hard market, normalement, c'est prix et capacité. On a pu tout placer, on a eu des surcapacités, on a dû faire des arbitrages. Et c'est là, moi, où je trouve qu'on est... Voilà, on a des tensions encore sur les prix pour les raisons qui ont été expliquées par Vinicio, mais on n'a plus de problème de capacité. Le deuxième point, quand même, au niveau de qu'est-ce qui va se passer effectivement avec les traités de réassurance, il y a un point quand même important, c'est qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc un assureur gagne de l'argent aussi sur l'investment income, sur la masse de cash qu'il a au bilan et la masse de cash qu'il prend en prime, surtout au 1er janvier pour une prime d'1 an en avance. Et ça devrait donner quand même un petit peu de souplesse et de flexibilité pour ne pas passer ces traités d'assurance totalement sur le client. Enfin, les taux d'intérêt qui sont en négatif par rapport à un taux d'intérêt qui commence à monter à 3, 3,5, ça va vous donner un souffle d'air quand même fort et j'espère que les clients pourront en profiter. Vinicio, je crois que la parole est à vous sur cette bouffée d'oxygène qui va permettre à tout le monde de souffler. Vous la ressentez? Enfin, vous l'attendez? Oui, alors c'est de facto le système comptable la reflète. Je veux dire, c'est juste l'équilibre de l'ensemble des facteurs. La montée des taux d'intérêt, effectivement, nous avons des énormes montants de réserves, donc un taux d'intérêt positif, inévitablement un impact positif sur nos résultats. D'un autre côté, quand on parlait de l'inflation tout à l'heure, nous sommes au bout de la chaîne. Donc tous nos clients augmentent nos prix par rapport à leurs clients. Comme consommateurs, les prix plus élevés que nous payons, ce sont parce que toutes les entreprises reflètent le fruit de l'inflation sur leurs produits. Et ça se reflète sur le coût des sinistres inévitablement. Donc le niveau de pricing, pour nous, il est également très fortement influencé par le coût des sinistres que l'on paye, qui inévitablement reflète également l'inflation. Simplement, ça vient un peu plus tard dans le processus. Mais oui, effectivement, le taux d'intérêt, inévitablement, c'est quelque chose qui a en partie un impact positif pour nous aussi. Juste un petit point, parce que Anne l'a évoqué, mais rapidement, sur le cyber, le marché est rouvert? Je ne pense pas que le marché se soit fermé. Quand vous dites ouvert sur le cyber, je pense qu'on n'a jamais arrêté de souscrire du cyber. Je pense que le cyber, c'est relativement nouveau par rapport à d'autres branches. Je pense que c'est un apprentissage continu de ce que l'on fait, de ce que l'on voit. Je pense que le cyber a différentes dimensions. Je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait assurables et raisonnables d'assurer. Je pense qu'on peut accompagner et aider nos clients sur d'autres dimensions, sur le plan préventif en particulier. Je crois que c'est la démarche la plus importante. Et puis après, il y a des scénarios catastrophes auxquels on n'a pas envie de penser, qui sont absolument terrifiants, puis pour lesquels je ne pense pas que la réponse soit une police d'assurance. Donc, quand on parle du cyber, je crois qu'il y a eu un atelier qui a eu lieu hier matin sur le sujet. Je pense que le sujet a été touché en profondeur et bien mieux qu'on ne peut le faire ici. Mais je pense que c'est un très très vaste sujet, puis c'est un sujet qui va nous accompagner pendant quelques années, certainement. Oui, alors Fabrice, je vous repose la question parce que je n'avais pas vu que la salle aussi s'inquiète. Quelles sont les tendances, sachant que certains préfèrent ne plus s'assurer en cyber? Alors, d'abord, je pense qu'il faut noter que le cyber est quelque chose qui fonctionne parce que des sinistres sont payés. Donc, c'est quand même une assurance importante et qui fonctionne. Nous, on a remarqué, on a un gros book cyber à Marche France avec des équipes qui sont complètement dédiées à que du cyber, que des gestions de sinistres cyber. On est rentré quand même dans ces renouvellements à une phase de stabilisation. On a très souffert les 2 dernières années, notamment l'année dernière, mais on n'a pas eu de problème de capacité. Les garanties, on a réussi à les passer. Et en termes de primes, par exemple, le Q4, donc dernier trimestre, on a vu une augmentation de primes de 13%, alors que l'année d'avant, on était à 40%. Donc nos renouvellements cyber se sont aussi mieux passés. Il y a des nouveaux rentrants. Il y a plein de raisons là-dessus aussi. C'est qu'il y a quand même beaucoup moins et peu de réclamations concernant la vie privée en Europe. Il y a la diminution des sinistres ransomware en fréquence, en gravité. Il y a des nouveaux entrants, il y a des MGA. Bref, le vrai sujet, comme l'a dit Vinicio, c'est vraiment la préoccupation sur les expositions systémiques, les risques d'accumulation qui sont toujours là. Et puis il y a un débat sur les exclusions de guerre.
notamment avec le conflit qui se passe. Voilà. Mais sinon, bon, voilà, on a bien renouvelé, on n'a pas eu de trou dans la raquette. Ça a été beaucoup plus facile, alors que l'année d'avant, c'était la ligne où on avait méga souffert, quoi. Je voudrais qu'on regarde un peu ce qui a changé cette année. Alors, ça a été applaudi tout à l'heure. C'est vrai que le gros changement de ce début d'année, c'est l'arrivée enfin des captives à la française. Alors, Michel, peut-être un mot sur ce que ça change pour toi, pour vous, les risk managers. Et ensuite, on verra si le partage, ça induit un nouveau partage du risque. Comment nos amis assureurs le voient? Déjà, c'est vrai que c'est un peu l'heure de gloire. C'est vrai que le sujet des captives à la française, c'est un sujet dont on parle depuis 20 ou 30 ans. C'est un vieux combat. Donc je voulais vraiment saluer l'effort, on pourrait dire de lobbying, mais je préfère de pédagogie qui a été fait par la mairie. Je crois que Brigitte Boucaud est dans la salle et elle a vraiment pris une part très importante à cet effort. Voilà, conviction partagée auprès des autorités, auprès de l'ensemble de l'écosystème. Donc on sent que voilà, le gouvernement a mis sur les rails ce projet. On ne voit pas comment ça pourrait dérailler. Alors bien que les décrets ne soient pas encore parus, mais voilà, tout semble indiquer qu'effectivement ça va correspondre à un vrai besoin. Qu'est-ce que ça change pour nous? Finalement, le marché dur a augmenté la part d'auto-assurance des sociétés via des réductions de scope, via des franchises, via des diminutions de capacité. Donc on a vraiment besoin de gérer cette auto-assurance. Et la captive est une excellente manière de gérer l'auto-assurance parce qu'elle est pilotable, elle est régulée. Donc ça veut dire qu'on peut travailler dans un environnement qui est sécure. Alors le fait maintenant de pouvoir monter cet outil en France change la donne. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une quarantaine de projets. On m'a expliqué qu'il y a une quarantaine de projets de captives en France. Voilà. Donc, ce matin, nos intervenants expliquaient qu'en termes de réputation, pour eux, il était jusqu'à présent totalement exclu d'envisager une captive à l'étranger. Tout à fait. Donc, beaucoup de sociétés, effectivement, se sont installées dans différents pays. Et le seul souhait qu'on ait, c'est de pouvoir ramener cette belle gestion au plus près, dans des conditions qui soient sûres à tout point de vue, avec une proximité également des acteurs. Donc il faut qu'on arrive ensemble à monter cet écosystème à Paris plutôt qu'à Luxembourg et à Dublin. Mais maintenant, on a les outils pour le faire. Alors, ce partage des risques, vous le vivez comment? Est-ce que c'est une perte d'activité pour vous? Est-ce que c'est... Oui, Vinicio, allez, commencez. Non, mon Dieu. Bienvenue les captives. Ce n'est pas un phénomène nouveau sur le plan global. Nous travaillons avec, je ne sais pas exactement les noms, mais probablement bien plus d'1 millier de clients qui ont des captives à travers le monde. Et ceci depuis des années. Je pense que c'est un fantastique instrument de risk management. Je pense que c'est un outil complémentaire qui devrait être plus utilisé. Le fait que le gouvernement français, pardonnez mon vocabulaire sur le plan technique, mais le gouvernement français facilite l'arrivée des captives en France où la construction de l'instrument est très bienvenue pour nous. Ce n'est pas du tout une perte de marché, ça augmente ou ça améliore la culture du risque d'une manière générale et ça complémente l'offre que les assureurs ont sur le marché. Donc bienvenue aux captives pour moi ou pour nous comme compagnie. Et puis je pense que ça fait partie de l'arsenal des outils qui sont à disposition de l'industrie, de l'AMRAE, des clients, des membres de l'AMRAE pour gérer le risque mieux dans le futur que ce qu'on a encore fait par le passé. Je suis très impressionné ces premiers jours, c'est mon premier AMRAE. Je suis très impressionné par la maturité du marché, par la volonté de vraiment s'engager dans ces discussions et c'est fantastique et je trouve ça super. Voilà. Une réaction, Michel? Oui, alors un point d'attention cependant, donc voilà, grande nouvelle, les captives en France. Par contre, il y a potentiellement un sujet qui pique, c'est autour des frais de fronting. Alors, désolé, c'est un petit peu technique, mais la plupart des captifs qui ont été établis sont des captifs de réassurance. C'est-à-dire qu'entre les opérations et puis la captive, il y a un assureur diffronteur qui émet la police et par lequel transitent finalement les primes payées et puis les sinistres payés. Ça correspond à un service offert par l'assurance, il prête une partie de son bilan, il peut avoir des actes de gestion. Par contre, il y a vraiment un manque de transparence dans la manière dont ces frais de fronting s'opèrent. Ils sont très significatifs, hein. C'est des pourcentages finalement de l'effort que met l'entreprise pour établir sa résilience et finalement l'impression que on a du mal à comprendre finalement
le montant correspondant à ces frais de fronting, et on n'en comprend pas la nature et voilà, comment est-ce qu'ils sont constitués. Donc je pense que voilà, le marché doit comprendre que voilà, les captifs pour les assureurs, c'est important. Par contre, c'est finalement une prise de risque inférieure pour les assureurs, et voilà, il ne faut pas qu'il y ait un effet de prédation sur l'effort qui est fait par les entreprises pour alimenter cet objet. Fabrice ou Anne qui... Non, moi, la petite chose que je pourrais rajouter, parce que vous avez à peu près tout dit, c'est qu'on a quand même cette tendance, je trouve, en France, de penser qu'on a un petit marché fermé. Les captives, enfin, nous, on gère un gros paquet de captives, et les clients qui voulaient mettre des captives, on les mettait, et la différence, c'est qu'on les mettait effectivement plus au Luxembourg, en Irlande, à Malte, mais on le faisait. C'était pas un problème. Donc, oui, enfin, c'est bien que la compréhension du gouvernement des enjeux, parce qu'effectivement, au lieu de mettre des capitaux à l'étranger, au lieu de créer des emplois étrangers, bah, au moins on peut les faire. Mais c'est pas forcément le fait que ça soit maintenant en France possible que ça ouvre plus forcément d'études. Je pense que le hard market et les difficultés des renouvellements qu'on a eu les 3 dernières années fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font des captives. Merci, le gouvernement a compris, on va peut-être pouvoir le faire en France. Mais la question, c'est que sinon, on l'aurait fait ailleurs. Et qu'on a tendance toujours à se regarder un peu le nombril en disant voilà, on va gérer nous-mêmes. C'est comme quand, sur notre sujet, on dit on va arrêter le ransomware. Non, mais c'est ridicule parce qu'en fait, on arrête le ransomware, on place le bouc à Londres et puis voilà. Donc l'assurance, c'est quand même un enjeu mondial. C'est des risques qui sont mondiaux, qu'il faut comprendre et on peut les placer à différents endroits, avec notamment d'ailleurs les partenaires assureurs. Et j'ai envie de dire, voilà, regardons un peu moins étroitement notre marché français. Donc Dieu soit lié, c'est bien, on va pouvoir le faire en France. Alors j'ai envie de dire, regardons aussi un peu vers les prochaines années. Alors on a parlé peut-être de la fin du hard market. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur les perspectives à un peu plus long terme. Moi j'ai envie de vous dire plus globalement, qu'est-ce qui va changer? On a déjà parlé, alors l'un de vous le décrivez, de l'éléphant dans la pièce, c'est le risque climatique. Qu'est-ce qui va changer à échéance, je ne sais pas moi, 4-5 ans? Ce qui m'a frappé mercredi, en écoutant les différentes interventions, c'était peut-être une prise de conscience ou une inquiétude d'un basculement. Ces dernières années, on avait peur pour le renouvellement. Il y avait une crise conjoncturelle. Et mercredi, en entendant toutes les interventions, je me suis demandé si on n'était pas en train de passer dans du profondément structurel autour de la fin de l'assurabilité pure et simple de certains domaines. Alors je vous lance cette question un peu... Michel, tu as peur pour certaines assurances totalement? Tout à fait. Alors, si on va reparler du climat, et effectivement, l'assurance est basée sur un aléa. Si voilà, l'intensification des événements climatiques fait que l'événement se produit 1 fois par an ou 2 fois par an, on comprend bien les limites de la réponse de l'assurance dans ces sujets. Donc, il y a vraiment un travail à faire en commun sur l'adaptation finalement de nos implantations, l'adaptation de nos sociétés, en particulier sur les risques physiques. Alors, message pour les assureurs, on ne peut pas le faire sans eux. Donc les assureurs, ils ont de la donnée, ils ont de la donnée sur la sinistralité, ils ont des ingénieurs pour déployer les plans d'adaptation, ils ont des capacités également pour assurer finalement les nouvelles filières qui sont induites par le changement climatique. On voit que les modes d'utilisation d'énergie changent déjà et vont beaucoup changer. Donc on a besoin que les assureurs assurent des bus à hydrogène, des stockages de batteries, même si on l'a vu récemment, ça brûle. Donc il y a tout un travail à faire sur la délivrance de capacités pour assurer ces nouvelles filières et également sur la prévention, puisque nouvelles manières de produire, nouveaux risques qu'il faut que l'on analyse ensemble. Donc je pense que le partenariat entre assurés et assureurs sur ce sujet climatique prend une fois de plus tout son sens. Anne, peut-être vous arrivez au moment où on se pose la question de la fin de l'assurance. Donc Bon, je pense que maintenant les assureurs font très très attention à leur cumul surtout, et effectivement il y a certaines zones géographiques qui sont quand même scrutées de très près, évidemment là où les événements climatiques tapent le plus et le plus fort et le plus fréquemment. Après, qu'est-ce qui va changer? Je pense qu'on est en permanente évolution, parce que la beauté de l'assurance, c'est de s'adapter aux besoins de ses clients, donc forcément on évolue avec nos clients. Donc en termes de technologie, en termes d'outils, en termes d'exposition au risque. Pour juste dire un mot sur le climat, la difficulté, c'est qu'on sait que ça va taper, mais on ne sait pas où.
Et en fait, on parle beaucoup de la côte est, de la côte ouest des États-Unis, du golfe du Mexique, mais enfin, on a quand même eu une tornade au mois d'octobre, je crois, dans le nord-ouest de l'Oise, qui a rasé un village entier. Maintenant, avec les événements, on a l'impression que la France, en tout cas, va peut-être rentrer dans une zone subtropicale et on va se retrouver avec des typhons, des ouragans, des pluies torrentielles. Enfin bon, donc on sait que ça va taper, mais on ne sait plus où. Donc ça, il va falloir qu'on s'adapte. Mais avant qu'on parle de non-assurabilité, on a encore quelques petits mécanismes de défense, réduction de capacité, réduction des limites, évidemment augmentation des franchises, enfin on a quelques petits mécanismes encore avant de tomber complètement dans la négation totale d'un risque. Vinicio, sur l'évolution structurelle. Je pense que ça a été très bien décrit au début. Je pense qu'il y a un gros travail de collaboration à faire. Je pense qu'on peut s'entraider entre clients, assureurs et brokers. Nous avons des tonnes et des tonnes de données qui nous permettent de créer des modèles qui sont prédictifs. Nous pouvons accompagner nos clients pour les aider dans leurs décisions stratégiques de développement par rapport au changement climatique. Est-ce que construire un nouveau site de production dans cette zone plutôt que dans cette zone, ou protéger cette zone. On peut modeler aujourd'hui, les réassureurs le font, les assureurs directs le font, nous pouvons modeler l'impact du changement climatique de manière à aider à anticiper la construction de protection par rapport à la montée des eaux, et ainsi de suite. Donc il y a tout un travail de collaboration à faire. Et je pense que ce travail a commencé. Je crois qu'il y a eu ces 2-3 dernières années une vraie prise de conscience par rapport à cette évolution du changement climatique, une acceptation générale qu'il n'y a plus de débat sur le sujet. Est-ce que ça arrive, est-ce que ça n'arrive pas? C'est là, ça vient, c'est en train de se produire et je crois que nous travaillons très bien. Un des sujets qui nous préoccupe, c'est de pouvoir ressourcer nos équipes qui soutiennent nos clients dans le travail de consultation que nous faisons pour leur soumettre ces modèles. Nous avions 5 personnes il y a 5 ans, on en a 35 aujourd'hui. Je sais que les grands courtiers font les mêmes investissements. Et puis on en aura probablement 100 dans 2 ans pour pouvoir soutenir nos clients et les aider dans le sens où on fait le risk engineering par rapport à un état statique des risques, je dirais. Ça, c'est plus prédictif et ce sont des capacités qui vont nous aider à gérer ce développement. Moi, je ne crois pas dans la disparition ou la non-relevance de l'assurance. Quand je vois les capitaux que nous mettons à disposition et en plus quand je vois le coût du capital qui augmente aujourd'hui sur le marché des capitaux, je pense qu'au contraire, les capitaux que nous mettons à disposition de nos clients deviennent encore plus importants sur les années à venir. Je voudrais revenir sur la collaboration et vous ramener sur un des thèmes du début de notre intervention, le process. Je sais que c'est un sujet qui peut être douloureux pour certains d'entre vous. On a parlé des renouvellements tardifs, mais plus globalement, ça connote la digitalisation encore en cours de l'industrie. Alors, Michel, je sais que c'est un sujet qui est douloureux pour toi. Oui, tout à fait. On a beaucoup parlé de données climatiques, de données dont dispose l'assureur. Et même au-delà, finalement, de ces données d'anticipation, finalement, il y a des données de gestion, toutes simples, des valeurs, des listes de sites assurés, des polices, des sinistres, des provisions prises par les sinistres. Et on voit que finalement, nos 3 acteurs, voilà, l'assuré, le courtier et l'assureur ont finalement progressé en matière de gestion de leurs données. Les systèmes de gestion d'information se sont améliorés. Les assurés sont maintenant bien équipés en SIGR. Par contre, la circulation de cette information ne progresse pas du tout. Et on échange encore de l'information par Excel avec des outils des années 80. C'est comme si cette industrie, finalement, n'avait pas du tout fait sa révolution digitale. Ça complique la vie, parce que ça veut dire de la double saisie. Et finalement, c'est comme s'il y avait 3 acteurs qui travaillaient sur la même matière, un risque, mais avec 3 histoires différentes, tout simplement parce que leur niveau d'information ne sont pas ajustés. Est-ce qu'il y a des résistances technologiques? Sûrement pas. On sait faire communiquer les systèmes entre eux. Donc, où est le blocage? Je ne le vois pas, et je pense qu'il faut faire entrer des startups, en fait. Voilà, peut-être plus qu'une DSI d'un grand courtier ou d'un grand assureur. On a besoin d'un peu de fraîcheur, un peu de jeunesse et d'agilité pour mettre ce système en tension et faire que chacun dispose de la bonne information, quand bien même elle aurait été créée par un autre acteur.
Alors Fabrice, vous êtes au milieu. À quoi tient le frein? Et est-ce que la solution serait, comme pour les banques, on a vu des API se plugger sur les systèmes, c'est à ça que tu fais référence. Qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qui permettrait d'accélérer cette digitalisation? Non, je suis complètement d'accord en fait. Moi qui ai travaillé dans différents secteurs en plus avant l'assurance n'a pas fait dans les grands risques sa révolution industrielle. Moi je constate en fait, il y a peut-être deux choses. C'est ce que je pense. D'abord, contrairement à ton industrie, je pense qu'il y a un moment où c'était assez vital parce que quand les marges étaient très faibles, il y a un moment où en gros, c'est soit on se met tous ensemble, on est concurrents avec les fournisseurs et on trouve un moyen de pouvoir fluidifier les process parce que c'est la seule façon de survivre et de pouvoir dégager de petites marges, soit on n'est pas obligé. Et désolé, ça peut, voilà, tant mieux, dans l'assurance, on est quand même encore un métier où il y a des marges. On gagne tous très bien notre vie. On voit d'ailleurs les niveaux de salaire que nous avons tous et que nos collaborateurs ont. On n'a pas ce besoin vital qu'il y a pu avoir dans différents secteurs. Donc c'est, à mon avis, plus ça plutôt que des problèmes technologiques. Et c'est vrai que moi je constate, d'ailleurs je me rappelle quand je suis arrivé chez Marche France il y a 6 ans, j'étais assez surpris que j'avais environ 250 personnes qui travaillaient aux opérations et en sinistre, mais que j'avais personne au niveau du COMEX qui représentait ces fonctions. Et ces fonctions, souvent, qu'on appelle fonctions support, qui sont pour moi en fait du front-end, parce qu'en fait, on achète une assurance. Pourquoi? Notamment parce que c'est en la gestion de sinistre. C'est une des premières choses que j'ai faites en nommant un leader opération au COMEX. Et mon background Six Sigma a fait qu'on a fait beaucoup de travail d'initiative là-dessus. Et chez Marche, pour revenir, parce que c'est un point, cette année, on a des budgets de 250 millions pour pouvoir faire de la digitalisation et tout. Mais le problème de ça, c'est pas que chacun, de son côté, mette 200 millions, 250 millions, crée des digitales, des outils. C'est qu'en fait, il faut qu'on soit tous d'accord de partager la donnée et de s'asseoir tous en disant, bon, voilà, au milieu, on a le client, comment on l'aide? Donc oui, je suis concurrent avec toi, E.ON, je suis concurrent avec toi, CSI Duo. Mais in fine, pourquoi on a des programmes qui sont compliqués avec parfois 30 assureurs sur le programme? Quand on voit par exemple que EDI Courtage Marche l'a poussé en France et on s'est battu, mais vraiment très très fort avec des assureurs pour qu'ils acceptent, qu'ils rentrent sur EDI Courtage et pas qu'ils rentrent dans leur intranet. Chaque assureur veut qu'on utilise sa plateforme. Chaque courtier va vouloir qu'on utilise. Si on fait ça, on n'y arrivera pas. Et encore, là je parle en France et au niveau mondial encore moins. Et c'est là en fait, c'est plus que la digitalisation des startups, c'est un mindset de se dire, bon, on travaille tous ensemble. Anne, Vinicio, vous êtes prêts dans le mindset? Ah oui, oui, c'est clair. Ah oui, il faut qu'on communique digitalement par tout moyen, ça c'est certain. Oui, c'est compliqué. On y travaille. Il ne s'agit pas ici maintenant de promouvoir une compagnie ou l'autre, mais je veux dire, on se fixe comme objectif que tous nos programmes internationaux vont être complètement digitalisés dans le transfert des données d'ici 2025. On y travaille. C'est difficile, c'est lent, c'est lourd. Tout le monde a différentes plateformes. La complexité des systèmes sur lesquels nous nous appuyons pour pouvoir extraire les données et les transmettre sont compliqués, sont complexes, sont lents. Et puis ensuite, il faut toujours ces 3 parties à la table. Il faut que le client veuille s'engager, il faut qu'il soit intéressé à le faire. Ça vient à un certain coût. Il faut que le courtier soit aussi, comme tu le dis justement, soit d'accord de vouloir le faire et qu'on commence de mettre un petit peu de côté les guerres intestines pour pouvoir travailler ensemble, trouver des plateformes communes sur lesquelles on doit investir en commun. Et puis ensuite, il faut que les assureurs, comme les autres, fassent leur part du jeu. Donc, ça vient, ça avance. Je vois par rapport à 2-3 ans en arrière, on a fait des beaux progrès. La technologie progresse et nous aide aussi, mais on est qu'au début du chantier, quoi. Michel, je crois que c'est le moment de lancer ton groupe de travail là. Tout à fait. Alors moi, j'ai une super solution pour aligner finalement les bonnes volontés et mobiliser tout le monde. C'est l'aspect financier. Finalement, on mesure. On a des partenaires qui sont des courtiers ou des assureurs. On mesure leur performance, comme tout prestataire. Il faut absolument que nous, fonction risk management, on donne plus de poids à la mesure de l'efficacité digitale dans la manière dont on organise nos relations avec nos prestataires. Voilà. Donc, avec les courtiers, il y a des CPS, des rémunérations. Il faut absolument que la part de soutien digital représente peut-être 20-30% du poids du résultat des objectifs. Et pareil avec les assureurs. Je pense que ce sera un bon moyen de mobiliser les troupes. Alors, on arrive au terme de nos échanges. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette table ronde, quel est le message que vous voulez qu'on garde? Fabrice? Moi, je dirais que face à tous ces risques, la résilience est quand même très important et elle va passer par la diversité. Et je pense qu'on a
un travail à faire de pouvoir s'assurer qu'on est à la fois qu'on met en place des équipes, des façons de passer qui soient très diverses. Alors c'est pas qu'une question de hommes-femmes, c'est des diversités de background. Et quand on voit dans l'assurance, on est quand même un petit milieu d'entre-soi très fort. Et je pense que si on devait faire ouvrir, on doit devoir s'ouvrir vraiment à avoir des nouveaux backgrounds, des nouvelles personnes qui viennent et qui donnent des autres idées et tout. Donc la diversité est primordiale. Ce que je dis souvent, c'est, j'aime beaucoup ce qu'avait dit Ashton, disait la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à s'amuser et à être créatif. Et pour être créatif, il faut qu'on ait de la diversité avec nous parce qu'on ne sera pas créatif si on est dans l'entre-soi. Vinicio. Moi, je pense que le monde dans lequel on vit, il est toujours plus risqué. Je pense que ça va aller seulement dans une direction et je pense que le trio risk manager, broker et assureur a un rôle de plus en plus important chaque mois, chaque année, chaque jour dans ce contexte. Et je pense qu'on a un magnifique futur dans ce contexte ces prochaines années. Anne, votre message fort. Moi, ce que je vois, c'est que l'assurance a quand même quelques siècles d'existence et a connu un paquet de crises. Là, on en traverse un certain nombre, mais on a de beaux jours devant nous et je pense qu'on a du boulot, mais l'assurance est aussi résiliente. C'est quand même un secteur qui tient bon contre vents et marées, qui accompagne ses clients, quelle que soit leur crise, quelles que soient nos crises, mais ça tient. Donc, je pense qu'on a de beaux jours devant nous. Michel. Juste un petit mot pour rappeler qu'on vient d'annoncer la création de la structure, la gouvernance Ambrae Climat pour mieux aider le risk manager à faire face à cette mutation, à ces enjeux. Donc c'est une structure qui sera très ouverte sur le monde extérieur, sur le courtage, sur les assureurs, sur la science, voilà, de manière à nourrir la réflexion et de constituer un pool d'experts qui nous aidera à délivrer des outils dont les risk managers ont besoin face à ce risque. Écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.